il va y avoir une industrie à aller attaquer. Morning Brew s'est vendu 78 millions alors que ça a été bootstrappé, Ouais. donc totalement fou. Potentiellement une valorisation qui se rapproche du milliard pour un média qui a été créé en 2017. Hyper stylé. Si tu arrives à avoir un personal branding, déjà tu as un média à toi tout seul. Un Hugo Décrypte version business. Ah oui, quand on se lance, il faut se nicher. Et puis le jour où tu vas parler d'autre chose, tout ton engagement va mourir. Petit à petit, les applications mobiles, c'est en train de se perdre. N'importe qui finalement peut être son propre média sur internet, mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être revendable. Les mecs qui retournent aujourd'hui sur Facebook et qui cartonnent en production de contenu. Tout le monde se concentre sur le produit, un même produit mais avec une expérience totalement différente, créer un business totalement nouveau. Alors l'une des manières sous-cotées, selon moi, tu me diras ce que tu en penses Alex, pour réussir à créer des très très beaux business, pour réussir à sortir immédiatement du lot et à pas se confronter à la concurrence qui finalement qui arrive de partout, c'est de s'éloigner le plus possible des business tendances. Ce que j'appelle business tendance, en gros, c'est lancer du Web3, lancer de la crypto, lancer des projets NFT pendant les périodes de bull market. C'est par exemple lancer un projet ChatGPT 4 mois après ChatGPT 3. C'est s'éloigner de tout ce bruit et de revenir aux fondamentaux. C'est de regarder les business, les industries qui existent depuis des dizaines d'années, si ce n'est beaucoup plus d'ailleurs. plus c'est long et plus c'est toujours en vie, mieux c'est. Et de se demander, ok, quelles sont les industries qui n'ont pas été modernisées depuis le temps et qui n'ont pas été concurrencées depuis le temps parce que finalement tout le monde les aurait pris pour acquises. Et en fait, on se rend compte que c'est dans ces industries-là qu'il y aurait le plus d'opportunités. Je donne un exemple tout bête. C'est un podcast comme ça je crois, du fondateur Thibaut Alzière, l'un des fondateurs de eFounders, où il disait grosso modo, bah lui son gros kiff c'est voilà exactement d'avoir finalement ce prisme de pensée, de réflexion, en disant ok c'est quoi les industries qui existaient hier, qui vont exister demain et surtout que tout le monde a pris pour acquis. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Aircall parce qu'il s'est dit ok la téléphonie d'entreprise il y en a depuis quelques temps maintenant. Bon c'est un peu vieillot, maintenant on va essayer de le moderniser, on va essayer de le relier à des technos qui sont beaucoup plus modernes. Donc aujourd'hui Alex, ce qu'on voit c'est simple. On voit des industries que tout le monde a pris pour acquis, qui existent depuis des dizaines d'années et sur lesquelles il pourrait être intéressant de se positionner en tant qu'entrepreneur ou même si, eh bien, vous, chers auditeurs, vous avez des boîtes, vous êtes CEO d'entreprise ou alors vous êtes des investisseurs, ça peut être aussi intéressant de se dire voici le type de produit, voici le type de filiale qu'on pourrait créer pour justement prendre ces parts de marché sur ces industries finalement que tout le monde, je répète, ont pris pour acquis. Alex, est-ce que tu veux commencer avec une industrie? Ouais, moi j'ai une première idée. Évidemment, je vais pas être chiant, je vais pas citer l'IMO cette fois parce que c'est évident pour tout le monde, blablabla. Pourquoi pas Mais pourquoi pas mais non. On va faire plus original pour une fois. On va faire plus original. Moi j'en ai un. Et je pense que c'est une industrie qui en plus peut être complètement gigantesque. Et c'est une industrie qui va devoir se renouveler d'ici peu de temps, puisqu'elle est liée à la pyramide des âges. Donc plus il y a de veilleurs de gens qui malheureusement vont vieillir et donc au bout d'un moment, pour l'instant encore, mourir, il va y avoir énormément d'héritage et tu vas voir où je vais en arriver. Cette industrie, pour moi, c'est la gestion de patrimoine. Et la gestion de patrimoine, on va dire grand public. Il n'y a pas forcément besoin de gestion de patrimoine pour les mecs qui sont très 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 riches. Ils sont gérés par des méga banques d'affaires, machin, tout ça, c'est un autre sujet. Mais tu as toute une catégorie de gens qui ont de l'argent, mais qui n'en ont pas assez pour être éligibles à du Rothschild et ainsi de suite, qui veulent quand même faire fructifier leur patrimoine, qui vont hériter d'une partie de patrimoine, potentiellement relativement important. Et pour ces gens-là, bah en fait, t'as pas forcément de prestat ou de produits de gestion. Il y en a pas énormément. On voit quelques attaques. Alors, t'as des plateformes de brokerage. Hein, t'as Robinhood aux États-Unis, Trade Republic en France, machin. Enfin, je sais pas s'il faut en citer 3 ou si voilà, mais en gros, ce genre de truc. Mais tu dois le faire tout seul. C'est-à-dire que tu prends tes propres choix, tu prends tes propres trades, tu prends ton propre investissement, tu te démerdes. Tu peux acheter des ETF, ok, mais ça te demande quand même de comprendre un peu ce monde-là. Mais tu as toute une génération qui n'a pas forcément l'habitude des applis, qui n'a pas l'habitude de tout ça, qui avait avant, historiquement, un gestionnaire de patrimoine, en fait. Et
il y avait dans chaque ville comme ça des dizaines de petites boîtes de gestionnaires qui avaient 1, 2, 3, 10 clients de proximité, de confiance, ils leur vendaient des trucs. Et ben je pense que sur ce créneau-là, il va y avoir une industrie à aller attaquer. Parce que c'est un marché énorme, parce que c'est un marché qui va changer de main, donc c'est le bon moment à mon avis pour leur proposer une offre, parce que c'est pas parce que ton grand-père ou ton père avait un gestionnaire de patrimoine, d'autant plus si le mec a 50-60 ans, il est en train lui aussi de partir à la retraite petit à petit, machin. Toutes ces boîtes-là, elles vont pas forcément trouver de repreneurs, elles vont pas forcément continuer, donc tous leurs clients, qui en plus vont potentiellement changer de génération, vont recevoir de l'argent, et cet argent, il va falloir le placer, l'investir, et tout le monde n'est pas un expert en placement, en investissement. Et c'est une industrie qui est historiquement plutôt très rentable, plutôt très solide, parce que souvent c'est des contrats à très long terme, c'est-à-dire que quelqu'un ne vient pas te placer son argent pour 2 semaines, ça n'existe pas, tu vois. Il te laisse son argent 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc s'il y a une boîte qui arrive à capter, tu vois, et à faire, je sais plus rien, tu vois, de la gestion avec IA, une IA gère pour toi tes finances, faire attention quand même que le truc fasse pas n'importe quoi, mais si tu arrives à avoir ce genre de choses, je pense il y a une app et un business à lancer sur ce sujet-là de la gestion de patrimoine, encore une fois, intermédiaire, pas les énormes patrimoines. Donc voilà ma première idée d'industrie, probablement sous-cotée, peu connue, pas forcément hyper sexy de prime abord, mais qui, à mon avis, a vraiment, de beaux jours devant elle, et de beaux jours si on arrive à un peu la disrupter et un peu l'attaquer différemment pour la nouvelle génération. Donc, en gros, c'est comment est-ce que on gère le, la distribution enfin, l'héritage entre des individus, des grands-parents par exemple, et leurs petits-enfants, et derrière comment on va leur permettre une sorte d'assurance vie, quoi. Assurance vie qu'on distribuerait aux petits-enfants. Ouais, Ou... alors le problème de l'assurance vie, c'est que t'as qu'un seul choix. Tu peux souscrire à une assurance vie, mais tu vas souscrire, je sais pas, chez AXA, tu vas souscrire au truc Ouais. et t'as un choix. Là, moi, ce que je dis, l'avantage d'un gestionnaire de patrimoine, c'est qu'il va te dire, bah, ok, on va prendre ta 100 000, disons, de cash à investir. Il va te dire, ok, on va mettre 20 000 sur une assurance vie, on va mettre tant en action, on va essayer de faire un peu d'immobilier avec le reste, et puis le reste, on va se garder, j'en sais rien, un compte à terme que tu vas ouvrir à 4% en ce moment ou des taux comme ça. Et donc, ce genre de truc, ça, à mon avis, c'est un peu plus large que juste vendre des assurances vie. Ça existe déjà, les assurances vie ou les SCPI en ligne, ça c'est ok. Moi, je parle d'un truc un peu plus dynamique quand même. Un truc où tu as vraiment une gestion, des conseils et où tu peux prendre du recul et te dire, ok, c'est quoi ma stratégie sans pour autant être un vrai trader et sans pour autant tomber dans des trucs type, encore une fois, Trade Republic ou je sais pas quoi. Ok, et ça s'adresserait aux grands-parents ou ça s'adresserait du côté des enfants? Parce qu'en Non, fait, Ouais, côté enfant. Moi, je côté dirais enfant. côté enfant. Ok. C'est au moment de la passation. Pour moi, Ok. le mec qui fait ça, il chope ses clients au moment soit de ce qu'on appelle la donation, donc au moment où le patrimoine descend, et ou au moment évidemment malheureusement de l'héritage. Pour moi, c'est là la plus grosse clé d'acquisition. Mais après, je dis ça, ça peut très bien être un mec qui juste gagne un peu d'argent et décide de passer par du coup un gestionnaire de fortune en ligne, tu vois, ou un gestionnaire de patrimoine en ligne. Ok, ouais. Ok, ok. Tu vois, un truc un peu intégré, parce qu'aujourd'hui, tu as des applis très thématiques. Tu as de l'appli sur de l'IMO, tu as de l'appli sur de l'assurance vie, tu as des applis de bourse. Tu vois, mais c'est très thématique. À ma connaissance, mais après, j'ai pas regardé tous les produits, mais à ma connaissance, il n'y a pas un produit vraiment gagnant, tu vois, qui aurait ce format gestion de patrimoine, c'est-à-dire où tu peux t'exposer à un peu de chaque, un peu de tout, tu vois. Et en fonction de tes appétences. J'aime pas l'immobilier, je touche pas. Mais si j'aime la bourse, l'assurance vie et un peu de cash placé, bon bah ça, go, j'y vais. Tu vois. Ouais, et ça, je te rejoins totalement. Ah ma Je te rejoins encore une totalement et fois, ce serait quand même. Ouais. ouais, je dis pas que ça existe pas du tout. Je Mm. dis que j'en connais pas et que si je l'ai jamais vu, c'est qu'a priori ça doit pas être méga méga visible. Sauf erreur de ma part, évidemment. Ouais, c'est vrai, une application où tu viens de recevoir pas mal de cash et tu peux le répartir en fonction d'un. Tu fais un petit questionnaire, tu comprends le niveau de risque que tu es prêt à prendre, avec pourquoi pas des propositions après de positions. C'est vrai que moi j'ai surtout investi en crypto, un Ouais. peu en immobilier, mais IMO tokenisé aussi, et zéro en bourse. Et c'est vrai que maintenant avec le recul, j'aurais bien aimé pouvoir diversifier.
mais je déteste que ce soit prise de tête. C'est-à-dire que je déteste me dire, putain, j'ai investi dans. En plus, la crypto, c'est horrible pour ça. Parce qu'il y a 36 wallets, il y a 36 plateformes, il y a 36 blockchains, on s'y perd, hein, c'est l'enfer. Et pouvoir se dire, ok, bon, tu as une plateforme où tu peux investir un peu en crypto, un peu en IMO, un peu en bourse, un peu en or, ce qu'on veut, et tout est centralisé au même endroit. Ouais. Ça doit exister, ça je pense, hein. Ça Mais m'étonnerait que. c'est ce que je me dis aussi, mais en tout cas, t'as pas un produit qui aujourd'hui, enfin, je vois pas un produit qui ressort, tu vois. Alors, t'as toujours tes applis bancaires, tu peux faire un peu ça sur Revolut, tu peux acheter de l'or, mais t'achètes pas de l'or physique, c'est pareil, t'achètes de l'or papier, enfin, ouais, de l'or digital, quoi. Tu peux acheter un peu de crypto, tu peux acheter un peu d'actions, ça c'est faisable, mais ça reste, t'as pas de conseil, t'as pas tu vois, t'as pas ce backup. Si tu veux faire un truc qui est pas dans leur méthode, tu peux pas aller le demander. L'avantage d'un gestionnaire de patrimoine à l'ancienne, entre guillemets, c'est que tu lui dis, bah mec, j'ai entendu parler du fait que acheter des montres, c'était un super coup en ce moment. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait et comment on peut attaquer le marché? Bah, tu peux pas acheter une montre sur Revolut, t'as pas genre placé dans les montres, quoi. Ça n'existe pas. Tu Ok, ouais. Ok, donc finalement, une super app donc, qui réunit tout ça avec un gros levier humain, ou du moins avec l'IA ou que sais-je, qui permet vois. aussi Ouais, de vachement te conseiller et t'aiguiller sur tes orbites. Ok, ouais. carrément, Ça, carrément. finalement, il y a même, même les achats de tableaux. Comme ça, il y a une boîte qui est aux États-Unis, je me souviens plus du nom, Ouais, mais qui fait des très très gros chiffres. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est investissement dans des tableaux. Donc c'est un peu l'immobilier tokenisé ou ce que tu veux. C'est j'investis, j'achète soit le tableau directement, soit une part de ce tableau-là, je l'achète, j'investis là-dessus. Et je trouve ça trop cool ces investissements alternatifs auxquels personne ne pense, mais qui très souvent sont beaucoup plus rentables. C'est comme investir dans même investir dans le vin. Il y a des boîtes comme ça qui permettent d'investir dans des bouteilles, d'investir dans l'alimentaire, mais qui prend de la valeur. Hmm. ouais. Intéressant, ouais. Voilà. Pas mal. Allez, pas mal. T'as fini sur ça ou pas? Ouais, j'ai fini sur ça. Ok. Alors moi, l'industrie auquel je pense, euh, on est loin de la finance, mais moi je pense aux médias. Voilà, je pense que les médias, euh, je pense que les médias ont beaucoup. Déjà, ce qui est bien avec les médias, c'est que c'est un business qui existe depuis longtemps. Voilà, depuis très 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 longtemps, il y a des personnes qui partagent l'information, c'est quelque chose dont tout le monde aura besoin. La question, c'est est-ce que finalement, avec l'avènement de l'IA, les médias ou la création de contenu informative va avoir vraiment un futur incroyable? C'est la question que je me pose. Je sais pas. Je pense qu'on aura toujours besoin de relais d'information. Sous quelle forme? Je ne sais pas. D'ailleurs, je parie beaucoup sur bon, ça, je vais développer ça un peu après, mais je pense que je parie beaucoup sur l'humain, sur la création d'un lien humain. Et donc, je pense que le futur des médias, et aujourd'hui, qui n'existe presque pas finalement, c'est les médias rattachés à un personal branding. Hugo Décrypte le fait, et ça a super Ouais. bien marché, mais un Figaro rattaché en fait à deux, trois têtes que l'on voit régulièrement, poussées par ça, un Le Monde, ce qu'on veut, finalement, on voit pas énormément. Donc, mon idée, qu'est-ce que c'est? Mon idée, c'est de se dire, ok, l'industrie médiatique, ça existe depuis longtemps. Il y a de grandes chances pour que ça continue à exister demain. Ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a eu très très peu finalement de modernisation ou de coups de jeunes qui ont été passés sur cette industrie-là. On a pu le voir avec les Hugo Décrypte, le média Le Crayon, qu'il y a eu quand même un mouvement de personnes assez jeunes qui ont voulu démocratiser l'accès aux médias, notamment aux plus jeunes, mais ça reste sur de l'actualité qui est assez mass market. Voilà, ça va être des débats sur débats politiques, ça va être trucs concernant l'écologie, ça va être des faits divers et compagnie. Mais une niche au sein des médias qui, selon moi, pour l'instant, n'a pas été vraiment modernisée, c'est la niche business. Niche business, information tech. On a quelques médias, voilà, on a Capital, on a Les Échos version business, on a, euh, on a BFM Business qui ont essayé, enfin, qui attaquent ce créneau. Il y a aussi euh, Digital, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un média comme ça, Digital, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais voilà, ça reste quand même, on reste sur des choses qui sont un peu plan-plan avec un blog, avec quand on regarde leur newsletter, c'est une newsletter qu'on reçoit par semaine avec aucun, il y a rien d'humain quoi. Il y a rien d'humain, il y a aucune émotion qui en ressort. C'est assez plat, c'est de l'information quoi, de l'information brute que l'on reçoit. Et je pense que attaquer ce segment-là
avec une approche assez moderne, comme on a pu le voir avec Hugo Décrypte et compagnie. Je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout que, en fait, c'est quelque chose qui a super bien marché aux États-Unis. Je pense à Morning Brew, je pense à The Hustle. Euh, il y en a une petite dizaine comme ça et qui ont réussi à se vendre. Morning Brew s'est vendu 78 millions alors que ça a été bootstrappé, Ouais. donc totalement fou. Et ça a été créé en 2017 et je crois que ça a été vendu en 2021-2022, donc très stylé. Et là aujourd'hui, ils vont atteindre les 100 millions d'euros mensuels, n'importe quoi, annuels, pardon, sur leur produit. Donc potentiellement aussi une valorisation qui se rapproche du milliard pour un média qui a été créé en 2017. Donc hyper stylé. Ouais. Donc voilà, selon moi, l'industrie qui, peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire en France, en Europe, essayer de donner un petit coup de jeune sur l'industrie médiatique et pourquoi pas attaquer comme ça des niches. Alors, j'ai parlé du business, mais on peut aussi parler de d'autres. Un média, je sais pas, un média typiquement pour les femmes, mince. Il y a, ça a été racheté, d'ailleurs, ça a été un des médias qui a été racheté par Le Figaro. Femme, Femme actuelle? Femme actuelle, ça s'appelle? Ouais. Ouais, ça T'es existe. sûr? En tout cas, femme actuelle, ça existe. Ouais. Ok, parce que du coup, je pensais à Valeur Actuelle, je me suis mis en or, aucun rapport. Non, non, ouais, Ok, aucun bah, Femme rapport là, Actuelle. mais ouais, ouais. Aucun Femme rapport. actuelle, ouais, ça existe. Voilà, c'est des médias qui, encore une fois, c'est des sous-niches qui peut être intéressant à attaquer, mais avec un coup de pinceau un peu moderne. Et donc, justement, ce coup de pinceau moderne, la question c'est quelle forme il peut prendre? Et donc là directement on peut regarder ce qui se fait aux États-Unis. Eux ils ont un modèle avec beaucoup plus newsletter, donc beaucoup moins blog où on va écrire tous les jours sans article, mais plus newsletter où on va prendre quelques points, on va essayer de les développer, on va essayer de raconter des histoires. Et aussi une présence sur les réseaux qui est aussi plus jeune, plus moderne. Et puis voilà, l'idée que j'ai eue tout à l'heure, enfin que j'ai partagée tout à l'heure, c'est pouvoir se dire, ok, ça pourrait être intéressant d'avoir du bill in public avec des têtes qu'on voit sur les réseaux qui justement bâtissent ce média. Et ça n'existe pas pour l'instant. Enfin, ça n'existe pas dans certaines niches. Un Hugo Décrypte version business. Euh, Ouais, voilà à mon avis une possibilité. Et en en fait, gros, en tu fait, te dis. Ouais, vas-y. ouais. Ouais. Non, je dis. Et en fait, ouais. Vas-y. En fait, du coup, pourquoi ça pourrait être aussi très intéressant, c'est que, bon, déjà, rien que le modèle économique actuel des médias est assez intéressant. À ton avis, combien en 2022 on fait Le Figaro en chiffre d'affaires? Je sais pas, je dirais plus de 100 millions. Je dis peut-être une Ils connerie. ont fait 575 millions. Ouais. Le Figaro. Alors Ok. que se faire en part, ils ont pas en plus de présence au sein de la télévision et ce genre de choses. Grosso modo, le modèle médiatique aujourd'hui, c'est bon, il y a la publicité comme d'hab, et puis très souvent il y a des modèles agences. Il y a plus des agences comme ça. Mais ce qui est génial à partir du moment où en plus tu niches sur le business ou la tech ou autre chose, c'est que tu peux imaginer tout un panel de choses. On peut imaginer, je sais pas, une communauté de réseaux avec que des entrepreneurs A+, des cas, des investisseurs avec un prix d'accès entre 1000 et 10 000 euros par an, où le but c'est de faire du réseautage, de faire des dîners, de la retraite, ce genre de choses. On peut imaginer un panel d'agences intéressants, on peut imaginer de la formation, on peut imaginer de la tech, on peut tout imaginer. Et en fait aujourd'hui, avoir un média, c'est avoir une source, une puissance de distribution qui est juste dingue. Donc je pense qu'il y a quelque chose de gros à faire là-dedans. Voilà. Ok. Donc, prochain. Non, tu veux commenter? Je t'ai coupé Ah juste oui. avant quand t'allais commenter. Ouais, je disais donc, non, mais je disais dans tous les cas, à mon avis, la bonne idée, peu importe la niche que tu choisis, c'est, et ça, on en fait souvent la même analyse sur le podcast, mais c'est de se dire, si tu arrives à avoir un personal branding, déjà, tu as un média à toi tout seul. Ce média, après, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le transformes en un vrai média? C'est autre chose, mais fondamentalement, c'est comme si tu avais un média. Et donc, derrière, suivant qui tu es, tu peux attaquer la niche que tu veux. Avant, tu n'aurais jamais pu faire un média, j'en sais rien, tu vois, de badminton. Enfin, un média de badminton, faut être sacrément approché, à mon avis, pour le rendre rentable, tu vois, dans un pays comme la France. Parce que tu as peut-être 1 million de mecs qui kiffent le badminton au point d'en acheter un journal tous les dimanches. Maintenant, mec, ça te coûte quasiment rien. Tu peux avoir un média niché sur le badminton. Pour peu que tu arrives à avoir 1000 vrais fans, comme tu le dis tout le temps, bah mec, tu peux en vivre. Et donc, tu as cachés derrière du personal branding, tu peux avoir des micro-médias, donc des micro-journaux, des micro-chaînes YouTube et ainsi de suite,
qui se développent et qui prennent le rôle d'un média. Et je suis d'accord avec toi. Hugo Décrypte a cartonné le truc, Le Crayon aussi. Et il n'y a pas eu, pour le moment, cette niche business vraiment attaquée. Il n'y a pas eu ou alors, encore une fois, ou alors j'ai pas vu, et il est possible aussi, ça nous arrive toujours de ne pas voir des trucs, mais il n'y a pas eu un morning brew à la française. Après, est-ce qu'il y a assez de volume en France d'actualité tech et business pour que, tu vois, aux États-Unis, ils sont très très vénères là-dessus. Ils envoient beaucoup d'actu, tu vois, à la moindre levée de fonds, elle est couverte, le machin. Je sais pas si en France, il y en a autant. C'est aussi une bonne question à se poser, ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de morning brew à la française. Je sais pas. Après, l'info peut venir de l'international. Après, tout dépend de la pertinence des infos. Mais, Clairement. quand on voit à quel point en France on suit l'évolution enfin en France, dans la micro-niche dans laquelle on est, on suit l'évolution de ChatGPT, quand on suit l'évolution des gros. En fait, on voit qu'il y a une internationalisation finalement des outils techniques Ouais. et même des figures emblématiques. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup moins de barrières comme ça. La seule barrière, c'est la barrière de la langue. Et je pense que c'est bien de faire des infos peut-être nichées français, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème à expliquer qu'il y a telle marque qui a fait telle chose, qui a acheté telle chose, parce que ça reste des informations pertinentes que les personnes après peuvent réutiliser dans leur business. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, la force d'un média aussi, c'est que ça reste un actif qu'il est possible de revendre. Là où uniquement le personal branding en tant que média, puisque aujourd'hui c'est vrai que n'importe qui finalement peut être son propre média sur Internet, seulement il construit pas un actif en faisant ça. Il construit finalement une force de distribution qui peut être intéressante, qui peut lui permettre de construire des actifs derrière, mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être revendable. Et en plus, très souvent, le type va s'ultra-nicher. Ça aussi, c'est la grosse problématique de la plupart des personnes qui se considèrent comme un média et donc créent du contenu sur les réseaux. Le problème, c'est qu'on se niche parce que généralement, l'idée courante, c'est de dire ah oui, quand on se lance, il faut se nicher. Bon, bah, moi, je vais être le mec qui va créer des shorts. Je suis l'expert en shorts. Je suis expert au TikTok. Bon, bah, moi, je vais être l'expert de Twitter. Bon, bah, génial. Ça, c'est trop cool, mais au bout d'un moment, t'es ultra niché, t'es connu pour ça. Et puis le jour où tu vas parler d'autre chose, tout ton engagement va mourir parce qu'en fait, tous tes abonnés t'ont suivi pour ça, tu vois. Là où développer un média qui est du coup large par essence te permet de totalement distinguer ton personal branding. Par exemple, tu peux, avec ton personal branding, build in public le média. Donc comme ça, ton personal Ouais. branding est détaché de ça. Finalement, après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Le média prend de la valeur et le média est suffisamment mass market et suffisamment global pour distribuer à peu près tout. En fait, à partir du moment où ça reste à une cible spécifique, après, tu peux leur vendre toutes les choses qui peuvent les intéresser. Des communautés, de la tech, de l'agence, du service, du conseil, pas mal de choses. Même d'ailleurs de l'humour. Un exemple tout bête. Imagine un énorme média qui cite tous les entrepreneurs, les CEO, les investisseurs. Demain, tu fais une promo pour ton hôtel, l'hôtel que tu aimerais bien créer, enfin que tu aimerais bien créer d'ailleurs, je sais pas, mais qui réunit des entrepreneurs. Bon bah voilà, c'est parfait quoi. C'est la cible Clairement. parfaite pour ça. Très très clairement. Non, non, mais très très clairement. Ok. Donc numéro 3, je 3. crois. 3, ouais. Je vais peut-être dire une immense connerie. Mais je me lance parce que je pense qu'il y a un truc à jouer. Les applications mobiles. Je pense. Ok. Tu vas me dire, mais de quoi tu parles? Je pense, mec, que petit à petit, les applications mobiles, c'est en train de se perdre. Je pense qu'on est au début de la vague de descente. Alors, d'où vient mon analyse? Si tu regardes récemment, qu'est-ce qui est financé par les VC? Qu'est-ce qui se lance de manière massive, hein, j'entends, tu regardes les annonces. Il y a beaucoup de boîtes deep tech qui se sont lancées. Il y a beaucoup de boîtes de SaaS assez classiques, tu vois, qui tournent sur laptop, machin. On voit de plus en plus de boîtes un peu hardware ou un peu, on va dire, vie de tous les jours, tu vois, lifestyle, compléments alimentaires, tout ce genre de trucs. De moins en moins d'apps. Je sais pas si c'est une analyse que je fais parce que j'en sais rien, les algos que j'utilise font que c'est targeté comme ça, mais moi je pense que, tu vois, à part l'app qu'on utilise là pour se filmer, c'est la dernière app que j'ai téléchargée et c'est la dernière app que j'avais téléchargée. Si ça se trouve, sur l'année dernière, j'ai pas eu une seule nouvelle app. Pas une seule nouvelle app. Et pourtant, je m'estime plutôt relativement très connecté, tu vois. Et alors, ça veut dire que c'est, à mon avis, un marché en décroissance. Ça veut dire que petit à petit, il y a de moins en moins de concurrence dessus. Alors, est-ce que le marché est déserté parce qu'il n'y a plus de place à prendre?
Ou alors, si un truc est vraiment bien senti, est-ce qu'une app, justement, va se retrouver avec moins de concurrence qu'elle ne l'aurait eu il y a 2, 3, 4 ans? Et peut-être qu'il y a un truc à exploiter là-dessus. Donc, le marché des apps mobiles, ça veut rien dire, évidemment. Mais mon analyse, c'est de dire que le format app pour délivrer quelque chose est en fait en train d'être de moins en moins utilisé et je pense qu'on le voit pas encore. Et qu'il y a pour l'instant, entre guillemets, que des signaux faibles. Et moi, je regarde ça sous l'angle qui investit où et que choisissent les VC. Ça se trouve, on va publier ça, il y a 4 VC qui vont nous répondre en nous disant n'importe quoi, moi j'investis dans ça, 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 et voilà, j'aurais tort. Mais de ce que moi je vois, moins en moins d'apps. S'il y a de moins en moins d'apps, c'est qu'il y a de moins en moins de concurrence. Et s'il y a de moins en moins de concurrence, c'est qu'il y a peut-être un truc à aller choper. À mon avis. Ouais, je trouve que c'est une analyse pertinente. Alors, j'ai pas du tout vu les chiffres au niveau des investissements des VC et tout, mais ce qui est vrai, moi qui suis beaucoup de la sphère entrepreneuriale et qui suis énormément les tendances de mode justement sur les nouveaux business à lancer qui cartonnent, blabla. Il y a eu énormément de dropshipping, un peu moins après. Il y a eu énormément toute la vague Web3, etc., etc., un peu moins après. Là, on rentre beaucoup dans la vague, il faut créer du contenu, et beaucoup de la vague, il faut faire des SaaS. J'entends beaucoup de SaaS, j'entends beaucoup de création de contenu. Et on a aussi un peu la vague, faut créer des communautés, bon, ça rejoint un peu la création de contenu. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'on a eu toute une vague app consumer qui a été lancée après justement succès de Facebook, succès de Snapchat et compagnie. Est-ce que la plupart des personnes se sont pas découragées et se sont pas dit mais en fait c'est plus simple, faut viser des SaaS, faut viser ce genre de choses? Très certainement. Lorsqu'on regarde la courbe au niveau des tendances, on voit qu'en France c'est quand même, quand tu tapes juste app mobile c'est quand même en croissance, mais quand tu tapes en monde, donc il y a un gros pic en 2009, et puis après c'est stable, c'est stable depuis, quand je regarde depuis 2014 mec c'est stable, ça a pas bougé depuis Ouais. 2014. On essaie de mettre la Sachant courbe que à l'écran. paradoxalement, dans le même temps, tu as de plus en plus de gens qui ont des mobiles, Ouais. des applications, donc, enfin, pardon, des mobiles, donc des OS, donc qui téléchargent des apps. Donc si tu veux, à mon avis, en effet, bah, ça corrobore avec mon analyse, qui est c'est de moins en moins un sujet chaud. Et si c'est plus un sujet chaud, ça veut dire que c'est comme les mecs, je sais pas si t'as vu ça, je fais un micro aparté, les mecs qui retournent aujourd'hui sur Facebook et qui cartonnent en production de contenu. Moi, mec, je fais partie d'une génération où on a vu, j'estime qu'on a vu mourir Facebook, tu vois. Enfin, moi, je suis arrivé, j'ai eu Facebook, je devais être en quatrième, tu vois, ou un truc comme ça, un bail du genre. Hmm. Et donc, c'était ultra à la mode, ultra stylé et tout. Et donc, j'ai eu le temps de visualiser ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde là, tu deviens un peu lassé et ça descend. Moi, aujourd'hui, je suis pas sûr d'utiliser. Enfin, tu vois, si j'utilise Facebook 10 minutes par semaine et je sais même pas pourquoi je vais dessus parce que j'ai quasi plus d'interaction, quoi. Ah ouais, moi non plus. Sauf que, sauf que, l'autre jour, j'ouvre un Reels de Gary Vee qui dit ouais, Facebook ça cartonne machin. Donc, évidemment, je prends mon petit téléphone, je vais sur Facebook, je regarde les Reels de gens qui en publient. Mec, ils font des scores de zinzin. Des trucs, de 200 000, 300 000, 500 000 vues sur des vidéos qui font 3 000 sur Reels, enfin sur Insta, quoi. Bah, après, Instagram a quand même bien géré la chose, c'est-à-dire que maintenant, nous, sur NBS, on publie sur Facebook, hein. Mais juste parce que j'ai activé l'auto-publication à partir du moment où on publie. Là où les personnes peuvent être smart, et en fait, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est pas possible de relier un compte Instagram à une page perso Facebook. Même pas une page, pardon, un profil perso Facebook. Et en Ouais. fait, j'avais demandé à un ami il y a un an de ça, et en fait, lui publiait sur Facebook, mais il publiait sur Facebook sur une page perso. Et à ce qui paraît, ça cartonne bien plus que si on publie sur une page entreprise. Un peu comme sur LinkedIn où finalement toutes les posts entreprises disparaissent, on n'en voit aucun, par contre c'est que les posts perso qui sont mis en avant. Donc c'est vrai que l'autopublication Instagram Facebook finalement ne marche que pour les pages et donc il y a quand même un micro effort à faire pour publier sur Facebook et la majorité des personnes ne le font pas parce qu'ils se disent que ça vaut plus rien. Et en fait je te rejoins parce que non seulement finalement même si on n'a plus l'impression d'aller sur Facebook, bah ça reste je crois l'une des apps les plus utilisées au monde. Je crois que c'est d'ailleurs L'app, l'app la plus utilisée au la- monde. Ouais. et c'est ça et en plus ça réunit la tranche d'âge qui a le plus d'argent aujourd'hui. Donc Bah, mec. Et ouais, mec. donc donc mec on va venir se créer un compte NBS et Et mec, tu vois, perso pour, là-bas.
pour être très clair avec toi, donc mon analyse sur les apps, c'est la même chose. C'est Ouais. de dire, c'est des business qui, à un moment, étaient tellement violents en termes de concurrence que bah, les gens, dès qu'il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés, bah, TikTok ou le SaaS, enfin, tu vois, pour faire des parallèles, les gens sont allés dessus et ils se sont détournés du truc, sauf que tellement de gens s'en sont détournés qu'en fait, il y a de la place. Beaucoup. Et je pense, sur les apps, c'est plus difficile à traquer, mais je serais pas étonné que dans les 12 mois qui viennent, on commence à voir des mecs qui ressortent des apps et qui profitent du fait que bah, ils ont moins de concurrence qu'il y a 5, 7, 8 ans. Après, c'est vrai que en fait, les apps, ça reste quand même. Là, il y a une boîte dont la big idea, c'est de dire on va créer des apps. Donc, c'est une boîte qui investit dans des apps, mais des apps uniquement B2B. Et donc, ils font le pari que demain, les professionnels, voilà, monsieur, même tout le monde qui bosse dans les boîtes, pôle marketing ou l'innovation, ce que tu veux, eh bien, vont utiliser des apps pour bosser, mais cela directement depuis leur téléphone. Et j'ai trouvé que leur approche était intéressante parce que juste ça changeait. Voilà, j'ai pas plus de, j'ai pas plus de raison Non, mais c'est rationnelle à pas con. apporter, C'est pas con, tu mais c'est utilises vrai que c'est bien pas con. Slack Ouais. sur ton téléphone. Moi, j'utilise Notion sur mon téléphone. Enfin, tu vois, why not hein, si mon CRM il est sur téléphone, bah, go. Enfin, en fait, pourquoi pas. Ouais. Ok, intéressant. Apomil. Pour le coup, ouais, je m'attendais pas à ça. Moi j'en ai une petite dernière, ça va être assez rapide. Et c'est pas. Enfin, moi, c'est l'industrie au niveau des artistes, notamment au niveau des peintres. Ouais. Euh, eh bien, figure-toi que moi, j'ai jamais été vraiment sensible à l'art pictural. J'adore la musique, j'adore tout ça, mais j'ai vraiment été sensible au tableau. Et je suis allé à une conférence il n'y a pas si longtemps, où en fait c'était un type qui expliquait toute l'histoire de l'art moderne depuis le 18e siècle. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça passionnant puisque le type en parlait avec humour, avec passion. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais la salle était pleine. Il devait y avoir 3000 personnes dans la salle. C'était une salle assez importante pour les conférences. Et je me suis dit qu'en fait, l'art pictural euh, avait un peu. Enfin, dans mon imaginaire, ça avait été un peu mis de côté. Tout comme l'opéra, tout comme le théâtre. Les arts nobles, finalement, avaient été un peu mis de côté à ce niveau-là. Enfin, pas les arts nobles, mais ce style artistique a été un peu mis de côté. Et lorsqu'on voit moi, ce que ça m'inspire, c'est lorsque je vois ça et lorsque je vois aussi la prolifération finalement de contenu facile à générer avec ChatGPT notamment, avec les Canva, avec les no-code, avec tout ce que tu veux, même si le no-code c'est un peu différent, je me dis que enfin, une industrie qui pourrait être très intéressante, c'est plutôt un business qui pourrait être très intéressant, euh, c'est revenir à des habitudes qui étaient anciennes. Un exemple tout bête, pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui, on paye cher pour faire venir des photographes professionnels à domicile pour une belle photo de toute notre famille. Enfin, je ne connais pas vraiment le prix, mais généralement, ça reste une belle prestation, donc à mon avis, ça doit pas être donné. Imagine demain des peintres Pour un et... mariage, c'est genre 1000 balles. Que tu le saches. ok, ok. Mais moi, je te parlais plus d'une photo simple. Pas d'une multitude de photos et d'un album photo qui sortait derrière. Imagine derrière, en fait, faire revenir un peu enfin, créer même une plateforme où le but c'est de faire venir à domicile ou de faire vivre une expérience unique qui ne sont aujourd'hui plus du tout d'actualité. Donc au lieu que ce soit des photographes qui viennent chez toi prendre une photo, c'est un peintre qui vient et il dessine, il peigne, tout simplement. Et bien la famille, il peigne, ouais, il peint. Eh bien la famille entière sur un tableau. Enfin, c'est tout bête, mais en fait lorsque j'ai vu, enfin ça peut, vous allez sans doute vous dire que c'est débile, mais lorsque j'ai vu les milliers de personnes qui étaient rassemblées pour une conférence sur l'art moderne, lorsque je vois toutes les personnes qui continuent à aller au théâtre, qui continuent, mais en fait, ce sont des choses qui sont immortelles, ça ne va jamais mourir. Et donc, je pense que de plus en plus, il y a des personnes qui ont une sorte de nostalgie vis-à-vis de ce type d'art. Et je pense que ça peut être
une prestation qui aujourd'hui ne se fait pas du tout, et à mon avis qui peut se transformer en un très beau business, c'est de se Ouais. dire, ok, on va faire venir des peintres comme ça à domicile, et la promesse c'est on va immortaliser, non pas de manière sur une photo, mais immortaliser sous forme picturale un moment. Là, on Bah, pense, moi je pense à enfin, je pense au tableau avec dans le film Titanic par exemple, on voit la femme qui s'est immortalisée avec la peinture et tout. Et personnellement, je trouverais que c'est un super cadeau. Enfin, moi, si on m'offre ça un jour, même pour la famille, enfin, il y a un côté qui est là où une photo capte l'instant présent. Je trouve qu'une peinture, ça a quelque chose de beaucoup plus symbolique. Voilà, je sais ouais, pas, c'est. je suis d'accord avec toi, mais ce que tu veux en fait, là, de toute façon, que ce soit ça ou le théâtre, c'est un business d'expérience. C'est-à-dire de dire, ce que tu payes, c'est pas tant le rendu, c'est l'expérience de faire un truc très, très, très inhabituel, tu vois. Et Ouais, ouais, les trucs un ouais. peu traditionnels ont cette capacité, quand je dis traditionnel, j'entends, voilà, qu'on pourrait dire d'anciens, ou voilà, ont cette capacité à faire vivre une expérience plus que aller faire un ciné et plus que regarder un truc sur Netflix en fait. Parce que en fait, plus tu permets d'avoir l'expérience facilement et rapidement, tu vois. Genre, aller voir une pièce de théâtre, c'est plus compliqué que d'aller au ciné, ce qui est plus compliqué que de regarder un truc sur Netflix, ce qui est plus compliqué que de regarder un TikTok. Et donc, t'as une espèce d'inversement proportionnel, valeur de la chose, valeur de l'expérience versus facilité d'accès à l'expérience, tu vois. 1000%, Et, ouais. et je pense que tu peux 1000%. jouer facilement tout au long de cette chaîne de valeur, tu vois. Et je pense que pour moi, la mauvaise idée, parce que j'ai déjà vu des mecs le faire, c'est genre de dire, ouais, on va créer une app pour faire du live de théâtre. Ouais, non, non, bof. En fait, tu niques l'expérience. Enfin, dans ce cas-là, tu vois, va sur YouTube, regarde une pièce de théâtre qu'un mec a filmé, enfin, tu vois, fin de l'histoire. Ça, je crois pas du tout. Moi, pour le coup, je dis rarement ça, mais s'il y a bien un truc auquel je crois pas, c'est à des modèles qui sont basés sur une expérience et d'essayer de digitaliser un truc qui est pas digitalisable. Tu vois, ça pour moi, c'est le truc qui fonctionne jamais. Évidemment, Et tu pourtant, vois. la dernière fois, tu avais parlé de la messe en live. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, tu vois, je pense que c'est un truc qui marche pas forcément. Par contre, là, ce que je sais, c'est qu'il y a des mecs qui ont levé sur cette idée-là. Ok, ouais. Moi, je trouve que ça marche pas, mais potentiellement là ils viennent chercher autre chose que l'expérience. Ils viennent chercher la foi et tout ça, et peut-être que ça c'est un peu plus accessible. Mais un théâtre, tu vois, un vrai théâtre ou une vraie performance en live, je vois pas Non, bien non, non. pourquoi. En vrai, je suis d'accord avec toi, mais vraiment, l'idée, c'est de venir apporter une expérience qui est nouvelle, mais en se basant sur le divertissement qui est ancien. Une expérience. Ouais, Enfin, je sais pas, c'est possible, mais tu sais, faire vivre des expériences à domicile ouais, qui sortent totalement de l'ordinaire. Et en fait, je me rends compte d'une chose aussi, c'est que il y a un énorme marché sur, non pas sur les produits qu'on propose, mais sur la manière dont on apporte ces produits. Là, je suis tombé, alors aucun rapport, mais je suis tombé sur un site qui fait 1,5 million d'euros par an de chiffre d'affaires, c'est plus de 100 000 balles par mois. Et en fait, c'est un site qui te propose de te faire livrer des trucs, des trucs, des éléments, des choses sexuelles, quoi, grosso modo. Putain, j'ai bégayé, ouais. c'est dingue. Mais sous forme de chocolat. Donc tout est en chocolat. Et en fait, l'idée, la promesse, c'est livrer ça à un ami. Livrer ça à, tu sais, il y a un côté blague. Et en fait, j'ai vu de plus en plus de business comme ça, alors pas forcément avec le même type de produit, mais Ouais. où l'expérience est différente. Et je pense que finalement, là où tout le monde se concentre sur le produit, peut-être que un même produit, mais avec une expérience totalement différente, crée un business totalement nouveau, un effet waouh et un effet en plus bouche à oreille qui peut être très intéressant. Tout comme il y a un type aux États-Unis là qui a créé du chocolat qui est censé dynamiser nos performances sexuelles. C'est un type qui s'appelle Olivier Brocato, je crois. Très intéressant, il a fait un podcast, c'est passionnant, il avait une stratégie uniquement d'affiliation qui était monstrueuse. Et là encore, finalement, c'est un chocolat. Enfin, je veux dire, je suis sûr qu'on peut acheter des trucs comme ça ou des chocolats aphrodisiaques. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est pas nouveau. Mais en fait, il a apporté, il a mis sur le devant de la scène un message, une expérience qui était nouvelle. Et je pense que ça permet aussi de voir le business différemment. En mode, ok, il y a le produit et il y a aussi l'expérience qu'on vend derrière le produit. D'où l'idée Ouais, du tableau, enfin, du carrément. peintre qui est à domicile, quoi. De toute façon, le branding et le process de delivery dans beaucoup de business est aussi important que
quasiment que le produit. Alors c'est pas vrai pour Tesla, c'est pas vrai pour Apple, c'est pas vrai pour toutes ces marques qui ont des produits incroyables. Mais quelque part, Apple, tu vois, la boîte, la commande, le service client, tout est léché nickel et ça augmente aussi la qualité perçue en tout cas du produit. Et je pense qu'il y a des business où tout ce qui est avant l'achat est quasiment plus important que le truc lui-même. Tu vois, du chocolat, je veux dire, c'est impossible aujourd'hui, à moins que tu sois un maître chocolatier de très 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 haut niveau, mais du chocolat en ligne, entre guillemets, c'est compliqué de se démarquer plus que ça. Je n'ai pas goûté ce truc-là, mais je suppose qu'il a plus ou moins le même goût que si j'achète du chocolat en supermarché. Donc il n'y a plus qu'un truc qui fait la diff, c'est le branding. Voilà. Le branding, c'est ça, mais la promesse aussi derrière. Oui, La oui, promesse de l'expérience. Enfin, oui, le branding, ça. Ok, ouais. Ok, au ok. sens très large du terme. J'ai même envie de te dire quasiment même le SAV et voilà, tout ce qui est autour.